Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un cas clinique atypique qui concerne une compression du nerf médian au coude. Il s'agit d'un homme de 57 ans qui a été opéré il y a 2 ans d'une chirurgie du canal carpien droit suite à des paresthésies nocturnes dans le territoire du nerf médian. Suite à la chirurgie, on constate une disparition des paresthésies nocturnes, mais le patient présente toujours des douleurs dans l'avant-bras, le coude, parfois jusqu'à l'épaule, mais surtout une sensation de fatigue et de lourdeur de l'avant-bras. Il existe une faiblesse musculaire, notamment en force de préhension, et une perte d'endurance avec une aggravation des symptômes à l'effort physique. Lorsqu'il effectue un effort physique et qu'il porte des charges, il va présenter des paresthésies dans le territoire du nerf médian. Il consulte donc pour cela un chirurgien orthopédiste qui se pose deux questions. Y a-t-il une récidive du canal carpien ou était-ce une compression du nerf médian au coude? Le chirurgien effectue un test qui s'appelle un scratch collar test et qui est positif, c'est-à-dire il va gratter ici le nerf médian au niveau de son passage dans l'avant-bras et on va retrouver une perte de force après ce test. On reçoit donc le patient en échographie pour pouvoir essayer de répondre à ces deux questions. Y a-t-il une récidive du canal carpien ou était-ce une compression du nerf médian au coude? Concernant la compression du nerf médian au coude, celle-ci est 100 fois moins fréquente que la compression du nerf au canal carpien, donc c'est donc une pathologie extrêmement rare et qui se divise en plusieurs causes. On retrouve le syndrome du rond pronateur, c'est-à-dire la compression du nerf médian entre les deux chefs du rond pronateur, le chef profond et le chef superficiel, une compression au niveau de l'arcade du muscle fléchisseur superficiel, une compression au niveau du lacertus fibrosus, qui est une expansion aponévrotique du muscle biceps brachial qui va rejoindre le fascia antébrachial et qui peut donc comprimer le nerf médian au niveau du pli du coude. Une compression au niveau du ligament de Struthers, qui est un ligament qui peut apparaître à partir d'un éperon osseux huméral et qui va relier l'épicondyle médial et le nerf peut être comprimé à cet endroit. Enfin, dernier endroit de compression, une compression du nerf interosseux antérieur qui est la maladie de Kilonevin. Alors, la première partie de la question du chirurgien, chez notre patient, existe-t-il une récidive de canal carpien? On va donc rechercher les signes échographiques du nerf médian au niveau du canal carpien. D'abord, on va mesurer la surface de section du nerf médian au niveau du canal carpien. Cette surface de section est à 0,11 cm². On considère classiquement une surface de section supérieure à 0,12 cm² comme un signe de canal carpien, ce qui n'est donc pas le cas ici. On constate d'ailleurs que le nerf médian n'a pas perdu son aspect en nid d'abeille et qu'il est d'échogénicité normale. Deuxième signe échographique pouvant évoquer une souffrance du nerf au canal carpien, c'est l'index d'aplatissement, qui est le rapport entre longueur et largeur, qui, en cas de souffrance, est supérieur à 3. Chez notre patient, l'index est inférieur à 3, avec une largeur à 5,7 mm et une épaisseur du nerf à 2,2 mm. Ensuite, on retrouve également le différentiel de surface au niveau du carré pronateur. On va mesurer le rapport de la surface du nerf au canal carpien par rapport au carré pronateur et le différentiel est supérieur à 2 mm² en cas de signe de souffrance au canal carpien. On constate chez notre patient que la surface est strictement identique au canal carpien et au carré pronateur. Il n'y a donc pas de signe en faveur de souffrance de ce nerf médian au canal carpien. Il existe par contre un signe du bombement qui correspond à la mesure entre la droite reliant le scaphoïde et le pisiforme et donc la distance avec le rétinaculum des fléchisseurs qui est supérieure à 4 mm chez notre patient. Ceci est un des signes en faveur d'une souffrance du nerf médian au canal carpien. Sur notre patient, on a donc un seul signe et le nerf est d'écostructure strictement normale, sans perte de son aspect en nid d'abeille. On peut donc conclure qu'il n'y a pas, à mon avis, de récidive de canal carpien.
On penche donc vers la deuxième hypothèse, à savoir une compression du nerf médian au coude. Vous le savez, vous avez vu plusieurs fois mes vidéos. Dans le cas de recherche d'une lésion nerveuse, on va d'abord rechercher les signes indirects d'atteinte du nerf en recherchant une éventuelle amyotrophie des muscles innervés par le nerf étudié ou une dégénérescence musculaire graisseuse. On regarde donc à l'éminence ténard, le muscle opposant du pouce et le court abducteur du pouce qui sont innervés par le nerf médian. Il n'y a pas d'amyotrophie ni de dégénérescence musculaire graisseuse. Cet examen doit être bien entendu bilatéral et comparatif avec l'autre côté. On recherche également le fléchisseur radial du carpe qui là aussi a une écostructure strictement normale, de même que le muscle rond pronateur qui s'enroule autour du radius. On a parlé en compression du nerf médian, la maladie de Kiel-Neven qui correspond à une atteinte du nerf interosseux antérieur, qui est une branche du nerf médian qui apparaît juste après son passage, le passage du nerf dans le muscle rond pronateur. Et ce nerf interosseux antérieur va innerver trois muscles, le long fléchisseur du pouce, le carré pronateur et le fléchisseur profond des doigts, notamment préférentiellement l'index et le troisième rayon. On regarde donc s'il existe des signes de dégénérescence musculaire graisseuse ou d'amyotrophie du carré pronateur, ce qui n'est pas le cas ici. Le long fléchisseur du pouce est également tout à fait normal, sans signe de dégénérescence. Cliniquement, on recherche cette atteinte du nerf interosseux antérieur par le signe du plongeur. Le patient est incapable de faire le signe du plongeur en cas d'atteinte. Ce n'est donc pas le cas chez notre patient, on peut éliminer cette cause. Ensuite, syndrome du rond pronateur, on va rechercher le passage du nerf médian entre les deux chefs du muscle rond pronateur. Le muscle rond pronateur, qui est un muscle qui s'insère entre l'épicondyle médial et le radius, il va enrouler le radius pour créer la pronation et le nerf médian va le traverser. Voici la traversée du rond pronateur chez notre patient avec ici le nerf médian, le chef profond du rond pronateur et le chef superficiel. Vous voyez que la surface de section du nerf est strictement identique des deux côtés. On peut donc éliminer une atteinte du nerf médian au niveau de la traversée du muscle rond pronateur. On regarde maintenant l'arcade du fléchisseur superficiel, strictement identique au côté contralatéral. Pour le ligament de Struthers, je vous l'ai dit tout à l'heure, il consiste en un éperon osseux huméral qui va ensuite se prolonger par un ligament qui va rejoindre l'épicondyle médial et qui va comprimer le nerf médian à cet endroit. Chez notre patient, on a une radio strictement normale, sans éperon osseux et une échographie strictement normale, sans ligament de Struthers. Enfin, on recherche une compression du nerf au niveau du lacertus fibrosus. Ici, on a le muscle biceps, l'artère brachiale, le nerf médian et ici le lacertus fibrosus qui va être cette expansion aponévrotique du biceps qui va rejoindre le fascia antébrachial et ce lacertus fibrosus est bien à distance du nerf médian, donc il n'est probablement pas en cause de cette compression. On va revenir en arrière parce que si vous aviez été attentif, vous avez peut-être remarqué quelque chose qui est étonnant sur la coupe précédente. Voici la coupe précédente qui correspond à peu près au niveau du pli du coude, où on retrouve le muscle biceps brachial, le nerf médian et l'artère brachiale. C'est une coupe classiquement que l'on appelle la coupe Bann, c'est-à-dire que l'on retrouve le biceps, l'artère et le nerf. Or, chez notre patient, on n'a pas vraiment de coupe Bann, mais on a plutôt une coupe BNA. On a notre biceps brachial, notre nerf médian et notre artère brachiale. Donc le nerf médian se situe directement au contact du muscle biceps, alors qu'il devrait être de l'autre côté de l'artère brachiale, beaucoup plus médial. Voici la représentation schématique avec ici notre muscle biceps brachial, notre nerf médian qui va ensuite aller s'enfoncer dans le rond pronateur et notre lacertus fibrosus. On va récliner le lacertus fibrosus, on va récliner le muscle biceps et vous voyez que l'on a l'artère puis le nerf médian. Donc biceps, artère, nerf, coupe, Bann.
Or, chez notre patient, on a un nerf médian qui se situe en dehors de l'artère radiale, directement au contact du muscle biceps, ce qui correspond à une variante anatomique atypique. Voici une coupe Bann normale où on retrouve le tendon du muscle biceps brachial, l'artère brachiale et le nerf médian. Et vous pouvez constater que chez notre patient, le nerf médian se situe directement au contact du muscle biceps. Voilà, biceps brachial, nerf médian, artère brachiale, alors que le nerf devrait être ici beaucoup plus médial. On effectue une coupe comparative. On a une coupe Bann sur le côté sain et une coupe PNA sur le côté atteint. Voici donc encore une fois une coupe avec notre muscle biceps, le lacertus fibrosus et le nerf médian directement au contact de l'artère brachiale. On va le voir maintenant en vidéo. Biceps, nerf médian, artère brachiale et lors des mouvements de flexion-extension, on retrouve le nerf qui va glisser sous l'artère brachiale avec parfois un mouvement de ressaut. Peut-être vous avez vu passer ce mouvement de ressaut du nerf autour de l'artère brachiale. Notre vidéo, voilà encore le mouvement de ressaut dont on a parlé tout à l'heure. Lors des mouvements de flexion-extension, le nerf médian va venir rouler sous l'artère brachiale. Biceps, nerf, artère, au lieu d'avoir biceps, artère et nerf. Encore une fois, on effectue des mouvements de flexion contrariés avec ce nerf qui va glisser sous l'artère et qui là va redevenir en position normale. Hop, glisser sur l'artère lorsque l'on est en flexion complète, alors qu'en extension, on a un nerf directement au contact du muscle biceps. Alors, cette variante anatomique est-elle connue? Eh bien, dans la littérature, j'ai retrouvé qu'un seul travail qui a mis en évidence cette variante. Il s'agit d'une étude cadavérique roumaine qui retrouvait un nerf médian qui était placé tout le long du trajet de l'artère brachiale au versant postérieur de celle-ci. Biceps, artère, nerf médian, alors que dans notre cas, on a biceps, nerf, artère. Alors au total, est-ce que cette variante anatomique neurovasculaire avec ressaut du nerf médian sous l'artère brachiale explique les symptômes? En tout cas, on n'a pas retrouvé d'autres origines pouvant expliquer euh, cette symptomatologie d'irritation du nerf médian. Et c'est vrai que quand on reprend l'interrogatoire, le patient nous explique bien qu'il est de plus en plus gêné lorsqu'il effectue un effort physique important et notamment des efforts de soulèvement. Eh bien, effectivement, la congestion du muscle biceps pourrait provoquer cette irritation du nerf médian puisque le nerf est directement au contact de la jonction myotendineuse du biceps. Donc, ça pourrait tout à fait expliquer les symptômes. En termes de traitement, que faire? Là aussi, on se pose la question en termes chirurgical. Que peut-on faire sur une telle atteinte? Et là, je vous invite, si vous avez déjà retrouvé des cas comme ça de variantes anatomiques, n'hésitez pas à me contacter parce que pour nous, c'est une première. Merci à tous.